comment la nutrition peut nous aider à être à la fois vigilant et à bien dormir. La qualité et la quantité, les deux D'accord. vont avoir un impact sur le sommeil. Ça serait quoi pour toi un repas idéal le soir? Il va être plutôt de type végétarien. Il y aura éventuellement un peu de protéines, œufs, jambon ou un petit bout de poisson. A contrario, on a tout ce qui est plutôt dynamisant, D'accord. donc dopamine, noradrénaline. Ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut dire sur faut pas manger le soir parce qu'on va pas bien dormir ou des choses comme ça. Bonjour, un nouvel épisode du Sommeil Lab Bultex. Aujourd'hui, sommeil et nutrition, et une invitée un petit peu particulière qui va se présenter elle-même, car je la connais bien et depuis un certain nombre d'années. Je présente Ève. Enchantée, Voilà. François. Alors, est-ce que tu peux te présenter? On va se tutoyer, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on travaille ensemble. Et qu'est-ce que tu fais? Dans quel domaine tu travailles? Et pourquoi aujourd'hui, avec nous, Sommeil Lab Bultex? Donc bonjour, effectivement je m'appelle Ève Thuillier-Duforez, je suis docteur en sciences, ma spécialité c'est la nutrition et je travaille en particulier avec les sportifs de haut niveau. Donc actuellement je travaille à l'INSEP et aussi à la Fédération française de rugby où je m'occupe du 15 de France masculin. D'accord. Alors, pourquoi sommeil et nutrition? Parce que, en fait, on mange tous les jours, on dort tous les jours, et donc ça pourrait paraître utile et finalement intéressant de voir est-ce qu'il y a des relations entre ce qu'on fait dans la journée, où théoriquement on mange, et puis ce qu'on fait la nuit, où théoriquement on régule et on doit dormir, bien sûr. Donc, notamment dans le sommeil, il y a beaucoup d'aphorismes, de croyances. On dit qui dort dîne. Qu'est-ce qui se passe justement entre ces rapports entre la nutrition et le sommeil, le moment où on va s'endormir, le moment où on va se réveiller, et qu'est-ce qui se passe la nuit, qu'est-ce qui se passe la journée, comment la nutrition peut nous aider à être à la fois vigilant et à bien dormir. Alors effectivement, il y a vraiment un lien entre l'alimentation et le sommeil et je dirais que ce lien il est vraiment bidirectionnel, à savoir que ce qu'on va manger va impacter notre sommeil, mais aussi la manière dont on dort et en particulier si on a des dettes de sommeil va impacter notre alimentation et notre comportement alimentaire. D'accord. Est-ce que d'un point de vue très concret, on joue sur la qualité de la nutrition, sur la quantité, déjà juste avant de s'endormir? Après, on parlera peut-être ce qui se passe dans la journée, mais est-ce que la quantité ou la qualité va jouer sur la qualité de l'endormissement ou même la qualité du sommeil en général? Alors, la qualité et la quantité, les deux D'accord. vont avoir un impact sur le sommeil. On peut commencer par la quantité, Ouais. à savoir que, alors on dit qui dort dîne, effectivement. Il vaut mieux avoir un apport énergétique le soir qui va Ouais. permettre d'avoir un bon sommeil, ou plutôt, je dirais, là on va s'appuyer sur des études chez des sujets qui ont un apport alimentaire un peu extrême, hein. On va partir des extrêmes, notamment les personnes qui mangent très peu, qui sont anorexiques. Là, ce qui a été décrit, on voit qu'elles ont un sommeil qui est de plus courte durée et qui n'est pas de bonne qualité. Et quand ces personnes se renourrissent, reprennent du poids, ça va rallonger la durée de sommeil et améliorer la qualité. Donc là, on voit que déjà cette notion, d'une manière un peu générale, de quantité, va impacter, enfin de manière, je dirais plutôt chronique, va impacter la La qualité qualité du du sommeil. sommeil. Donc, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut dire sur faut pas manger le soir parce qu'on ne va pas bien dormir ou des choses comme ça. Ah, effectivement, effectivement. Et là, on était sur une population qui était un peu extrême, mais je vais reprendre une situation qu'on connaît beaucoup, à savoir, il y a une étude qui a été faite sur des femmes. Elles ont entrepris un régime hypocalorique, donc le sommeil a été enregistré avant et après. Et la question c'était, est-ce que le fait d'avoir une restriction énergétique va impacter la qualité du sommeil? Et les résultats montrent que effectivement, à l'issue de ces 4 semaines de régime, où les femmes avaient perdu, je crois que c'était de l'ordre de 6 kilos, le sommeil, pour autant, était diminué. Donc la quantité totale de sommeil était diminuée, et en particulier le sommeil à ondes lentes. Donc Le sommeil lent profond, donc celui voilà, qui est le plus plus important en termes de exactement. récupération. Donc le physique. fait d'avoir un apport hypocalorique va impacter la qualité du sommeil. D'accord, donc déjà, il faut manger le soir, d'un point de vue très concret. Effectivement, Et- il faut manger le soir. Et d'un point de vue aussi très pratique, moi ce que j'avais entendu dans le sommeil, c'est qu'on peut bien s'endormir que si on a une baisse de température. Or, lorsqu'on dîne le soir, il y a une augmentation de la température corporelle qui est liée à la digestion.
Donc, cette augmentation de température corporelle, combien de temps elle peut diminuer pour faciliter mon sommeil? En gros, à quelle heure on devrait dîner idéalement pour bien dormir? Alors, si je vais directement à la réponse, c'est 3-4 Ouais. heures. Mais ceci dit, c'est des bons dormeurs, avec un sommeil assez robuste. En tout cas, en aigu, il y a une étude qui justement s'est intéressée concrètement à cette question, avec des repas, donc soit le fait de ne pas manger du tout, soit avoir un repas un peu classique, 1500 calories, soit le double, vraiment un gros repas. Ça a effectivement impacté la température corporelle Ouais. au niveau, donc pendant la nuit. Par contre, il n'y a pas eu vraiment d'impact sur les paramètres du sommeil. Ce qui veut dire que probablement, il va y avoir un impact quand on a des troubles du sommeil, mais chez les dormeurs, chez les bons dormeurs, quand c'est occasionnel, il n'y a probablement pas d'impact. D'accord. Alors moi, je me souviens d'une étude clinique d'un patient que j'avais eu qui se réveillait la nuit, en deuxième partie de nuit, et on se posait des questions sur le sommeil paradoxal. Vraiment, on cherchait, on essayait de comprendre, jusqu'au moment où la technicienne du sommeil nous a dit, en fait, il fallait lui demander simplement ce qu'il mangeait le soir. Et quand il mange le soir, il mangeait beaucoup de graisse. Hein, c'était une personne qui aimait bien des plats bien lipidiques, comme on dit, bien avec beaucoup de graisse. Eh bien, cette digestion des graisses était dans la nuit, et finalement, c'était des problèmes digestifs qui pouvaient le réveiller. Est-ce qu'avec les gens que tu suis, que ce soit des sportifs ou des jeunes d'ailleurs, hein, en termes d'éducation, il y a une vraie réflexion cette fois-ci sur la qualité nutritionnelle avant de dormir? Oui, sur la qualité nutritionnelle, mais alors on est moins sur les graisses. Je dirais que c'est l'aspect qui est le moins étudié. Ce D'accord. qui va vraiment être plus étudié, c'est la composante glucidique. Donc glucides, c'est les pâtes, le riz, le pain et aussi tout ce qui est sucré. Ouais. Et donc ce qui est vraiment le plus documenté, c'est qu'un repas qui va être riche en glucides, pris 3-4 heures avant le coucher, va permettre de diminuer la latence d'endormissement. Donc ça va être plutôt favorable au sommeil. Donc si on mange sucré, on s'endort plus vite. Glucidique, je dirais, pas forcément sucré, mais D'accord. donc au sens large. Donc un repas, un dîner plutôt végétarien, donc féculents, légumes secs, un petit peu de protéines. Ça va être un type de repas qui va plutôt favoriser l'endormissement, donc qui va être favorable D'accord. au sommeil. D'accord. Et l'alcool? Alors l'alcool, ça va avoir deux types d'effets. En première partie de nuit, comme on sait, quand on a bu, on va s'effondrer. Ouais. Mais pour autant, la deuxième partie de nuit va vraiment être de mauvaise Fragmenté. qualité. Ouais, fragmenté, D'accord. de mauvaise qualité. Donc Je c'est pas rajoute- conseillé non plus pour bien dormir. Oui, parce que je rajoute une chose, enfin, qui n'est pas liée à la nutrition, mais qui est liée à l'environnement, c'est que quand on boit de l'alcool aussi, ça a un côté murlaxant, et donc ça détend toutes les parois musculaires, qui fait qu'on ronfle beaucoup plus. Donc, à la fois, ça gêne le sommeil de celui qui a bu, mais celui qui est à côté aussi, ou celle qui est à côté, va poser aussi des problèmes, va quitter le lit parce que c'est un petit peu bruyant. Donc on est Ok. d'accord que c'est pas recommandé. Non, c'est pas recommandé, c'est un faux ami en fait. Hein. Faux ami. Euh, Lorsque je regarde en pharmacie les produits sommeil, on voit beaucoup de choses sur notamment un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que l'alimentation le fournit? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des compléments alimentaires en plus de ce type de produit? Donc c'est effectivement un des éléments clés qui a été très étudié quand Ouais. on cherche à établir une relation entre alimentation et sommeil. Donc c'est un acide aminé qui est le précurseur de la sérotonine, donc un Donc neuromédiateur. qui est l'hormone du sommeil. Exactement. Donc il a été étudié à ce titre-là. L'idée étant effectivement, quand on veut favoriser le sommeil, d'augmenter la disponibilité en tryptophane. D'accord. Pour ça, ce qui a été le plus étudié, ce qui marche le mieux, ça va être, on en revient à notre dîner plutôt glucidique. Glucidique, ouais. Un repas riche en glucides va augmenter la disponibilité en glucides. Alors, En tryptophane. en tryptophane. Donc là, ce qu'il faut bien avoir en tête, on va parler justement de neurotransmetteurs, donc c'est Yes. un peu les messagers du cerveau. Ouais. Donc là, on a parlé de la sérotonine, qui va permettre plutôt l'endormissement, qui va le faciliter. Et à contrario, on a tout ce qui est plutôt dynamisant, D'accord. donc dopamine, noradrénaline, là qui va plutôt être boostant. Les on va dire. neurotransmetteurs de la Voilà. vigilance. Exactement, les neurotransmetteurs de la vigilance. Quand on prend en compte ces deux neurotransmetteurs et qu'on prend en compte, en fait, ces neurotransmetteurs, pour avoir un effet, ils doivent être fabriqués dans le cerveau. Ok. Pour ça, il faut que la matière première, pour les fabriquer, donc les précurseurs, passe la barrière du cerveau et soit dans le cerveau.
pour entrer dans le cerveau. Donc on a les deux précurseurs qui sont le tryptophane pour la sérotonine qui va faire dormir et on va dire la tyrosine. C'est un autre acide aminé. Voilà, qui est un autre acide aminé ou une autre famille d'acides aminés qui sont les acides aminés neutres. Donc il faut qu'ils rentrent dans le cerveau pour ensuite permettre de fabriquer soit la sérotonine, soit la dopamine, noradrénaline. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une compétition pour rentrer parce qu'ils prennent les mêmes portes. D'accord. Donc il y a une compétition. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport entre les deux. En fait, s'il y a plus de tryptophane que d'acide aminé neutre, c'est le tryptophane qui va rentrer. Et donc la synthèse de sérotonine va être favorisée. D'accord. A contrario, si on a plus d'acide aminé neutre et de tyrosine, c'est eux qui vont passer. Et là, c'est plutôt la vigilance qui va être stimulée. Alors, au niveau alimentaire, quel impact est-ce que ça va avoir? Donc là, très clairement, on va retrouver nos glucides. Les glucides vont permettre d'augmenter ce rapport. Donc, on aura plus de tryptophane que donc c'est le tryptophane qui va rentrer et on va avoir une synthèse de sérotonine et de mélatonine. Ça se fait en combien de temps? Là, ça va se faire en 1h30, 2 heures, on va dire. Quand toutes les études qui ont été menées, on voit que le ratio, il monte. Il atteint un pic aux alentours d'1h30, 2 heures et il va rester élevé. Et ça a été fait aussi sur des petits déjeuners, on va parler du petit déjeuner classique, pain, confiture. Donc, ils ont comparé pain, confiture, jus d'orange. Donc, le petit déjeuner français, quoi. Voilà, classique. Ouais. Avec l'autre petit déjeuner, il y avait du jambon, des œufs, du fromage et un peu de beurre, il me semble. Même apport calorique, mais vraiment au niveau qualitatif très différent. Et là, on a bien noté une évolution très différente de ce rapport tryptophane sur acide aminé, avec le petit déjeuner protéique qui permettait d'avoir en fait une entrée plus favorable de la tyrosine, donc du maintien de l'éveil. D'accord. Et ça se manifeste par quoi, ça? Par des temps de réaction différents, une prise, quand je veux dire ce qu'on appelle nous les tests cognitifs, c'est-à-dire une capacité à mieux prendre des décisions, une baisse de vigilance qu'on n'a plus à 11 heures, par exemple. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, dans cette étude-là, ils ne regardaient que le rapport tryptophane sur acide aminé neutre. Mais dans d'autres études, ils ont comparé l'impact du petit déjeuner. Donc là, on est vraiment sur cet aspect soit glucidique, soit protéique. Et on voit nettement que les temps de réaction sont augmentés. Donc je vais plus lentement après un repas glucidique, après un petit déjeuner glucidique. D'accord. Donc je fonctionne un peu moins bien. Mes temps de réaction sont plus lents, ce qui n'est pas le cas avec un petit déjeuner protéique. Tu m'as cité aussi une étude qui a été faite dans le golf. Bon, il n'y a pas que des gens qui jouent au golf, bien sûr, mais ce qui est intéressant, parce que dans le résultat de ce que tu m'as dit, il y avait la notion aussi de prise de conscience d'une décision à prendre par rapport à une distance, parce que le temps de réaction dans le golf, c'est pas vraiment le problème, mais c'est la décision. Et tu peux nous dire des choses là-dessus, parce que derrière ça, il n'y a pas simplement que la disponibilité en tyrosine, vigilance, mais il y a aussi l'hydratation, il me semble. Oui, il y a aussi l'hydratation. L'hydratation est importante, et donc cette étude sur le golf s'est intéressée au fait de savoir si je suis déshydraté, est-ce que ça va avoir un impact sur les aspects cognitifs? Et effectivement, pour une déshydratation de l'ordre de 1,5%, alors ce n'est pas une grosse déshydratation, 1,5%, ça veut dire que j'ai perdu 1,5% de mon poids en transpiration. D'accord. Voilà. L'été peut arriver facilement. Voilà, ce qui peut arriver vraiment facilement en été. Donc là, effectivement, il a été montré dans cette étude que cette déshydratation au golf diminuait la précision du tir. Golfeuse, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et aussi altérer la capacité à apprécier la distance. Donc ça joue vraiment sur ça joue vraiment sur les aspects cognitifs. Pour en revenir sur ce petit déjeuner, aussi, il y a une étude que je trouve intéressante qui a comparé deux types de céréales. Un type de céréales plutôt sucré, ce qu'on pourrait donner aux enfants, et des autres céréales plus riches en fibres, donc qui va être absorbé plus lentement. Donc le petit déjeuner était donné à 9h30, les tests étaient faits à 11h30, et on voit clairement qu'avec un petit déjeuner avec des céréales très sucrées, les capacités attentionnelles étaient diminuées.
et les capacités Oui, de donc dans mémorisation l'éducation, aussi. c'est important. Voilà. Donc, pour le petit déjeuner, pour ce repas, si on veut rester vigilant, effectivement, c'est bien Ok. de ne pas prendre un petit déjeuner très sucré. D'accord. Je sais que dans le rugby, tu travailles aussi beaucoup sur des collations. Est-ce que dans la vie au quotidien, des collations pourraient être intéressantes, d'une part pour être plus vigilant dans la journée, parce qu'on sait, moi en tant que spécialiste du sommeil, que plus on est vigilant dans la journée, plus on augmente la pression du sommeil, plus on a de chance finalement d'avoir un sommeil de qualité derrière. Est-ce qu'une collation, ça serait intéressant? Parce que d'un point de vue très concret aussi, le matin, il y a souvent des gens qui disent, moi je ne peux pas manger le matin, j'ai pas envie, j'ai pas de petit déjeuner. Euh, donc si collation il y a, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'un point de vue très pratique, à quelle heure et quel type Donc là, on d'alimentation? parle plutôt d'une collation dans la matinée, j'ai Oui, tout à l'impression. fait. Une Ouais. collation dans la matinée. Bah, ça ressemblerait à un petit déjeuner, une collation, plutôt un apport protéique. Ouais. Donc le plus simple, je dirais, ce serait peut-être un laitage D'accord. euh, qu'on peut prendre dans la matinée. L'idée, c'est de ne pas avoir, en tout cas quand on veut rester vigilant, C'est ça. l'idée c'est de ne pas prendre des glucides de manière isolée. D'accord. Par exemple, ou la petite barre sucrée. Ça, c'est pas le truc à faire. Voilà, ce serait vraiment pas le truc à faire. D'accord. Ça serait pas le truc à faire. D'accord. Donc, ce qui serait le plus simple pour moi dans la matinée, ce serait on s'emmène son petit fromage blanc qu'on mange. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une différence entre le fromage blanc et le yaourt? Parce que c'est à la même tête. Est-ce qu'on pourrait dire, ça serait pas, si j'entends, le yaourt c'est peut-être plus sucré, c'est peut-être plutôt le soir, et le fromage blanc c'est peut-être le matin? C'est idiot ou pas? C'est pas idiot. Il y a des différences qui sont pas énormes, mais effectivement, le fromage blanc, quand on veut vraiment mettre un accent sur les protéines, tout ce qui est fromage blanc, maintenant, on voit aussi beaucoup tous les yaourts hyperprotéinés, les Ouais. skyrs. Ouais. Voilà, skyrs. Eux-là, ils vont être plus intéressants, parce qu'ils ont plus de protéines que de glucides, alors que le yaourt, même si, bon, là on chipote un peu, mais le yaourt a plus de glucides que de Que de protéines. protéines. Donc quand on veut mettre l'accent sur les protéines, on va plutôt prendre du fromage blanc, ou bien les yaourts de type skyr, voilà, qui sont plus riches en protéines. Est-ce qu'on peut dire que on est dans une nouvelle réflexion sur la chrononutrition? Hein, c'est-à-dire le fait qu'on soit plus protéiné le matin, qu'on varie et on va vers le moins de protéines le soir et plus de glucides? Effectivement, là, on est vraiment, quand on parle, enfin, j'aime pas trop le terme de chrononutrition, D'accord. mais ça va reposer sur ces principes-là, à savoir, dans la première partie de journée, plutôt protéique, et ensuite plutôt glucidique. Plutôt glucidique. Hein. Voilà, plutôt D'accord. glucidique, avec un dîner de type un peu végétarien, mais en tout cas, on va pas avoir un dîner avec une grosse part de protéines D'accord. et peu de glucides. Après, j'ai deux questions à te poser, qu'on va anticiper, ou qu'on n'a pas anticipé plus exactement. Euh, Déjà, la mélatonine, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment dans les pharmacies, il y a vraiment de la mélatonine partout. Tu l'as dit au début, mais la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Donc quand on augmente la disponibilité en sérotonine, quelque part, on fabrique sa propre mélatonine qui va augmenter pendant la nuit. Mais est-ce qu'il y a des sources, ce qu'on appelle nous exogènes, des sources alimentaires de mélatonine? Ce qui a été le plus étudié, oui, d'ailleurs, nous, dans le milieu du sport, c'est vrai qu'on en donne pas Ouais. mal, c'est du jus de cerise. Du jus de cerise, Jus de alors, cerise. du jus de cerise, en particulier, c'est de la griotte. La Enfin, il y a griotte, voilà, ouais. un certain type de cerise. Donc, on en trouve, c'est des petits sachets, des petits shots. Donc là, effectivement, il y a une étude qui a vraiment objectivé ça. Donc, ils prenaient 2 sachets de jus de cerise, un le matin, un le soir, pendant 7 jours. Et ça a augmenté la durée du sommeil et ça a amélioré l'efficacité du sommeil aussi. Donc ça débouche derrière sur une autre question, évidemment, sur les plantes. Les tisanes, est-ce qu'il y a une vraie efficacité? Comment t'envisages ça? Est-ce que parmi les gens que tu suis, il y a des rituels? Enfin, je sais pas, on va voir. Alors, avant de passer sur les tisanes, je vais terminer sur le jus de cerise. Oui. Pendant le Tour de France, à la télé, il y a quelqu'un qui a dit que les cyclistes prennent du jus de cerise pour récupérer. Et depuis, on n'en trouve plus. Donc, c'est pas la peine d'en chercher. Je pense que Ça a été tous les dévalisé. cyclistes de France et de Navarre, voilà, sont D'accord. jetés sur le jus de cerise. On n'en trouve plus. On en revient aux tisanes. Alors, les tisanes, dans les études, alors, on parle de valériane, de passiflore, de ce genre de plantes. Ouais.
Ce qui a été décrit, c'est plutôt un effet subjectif. Il peut y avoir un effet, mais il serait plus subjectif qu'objectif. Mais quoi qu'il en soit, dans la mesure où ça rentre dans un rituel, le soir, de prendre sa tisane, je pense que ça peut aider. Est-ce qu'il y a des différences entre des tisanes sucrées et non sucrées? Donc la question, ça serait, est-ce qu'il y a une différence entre apport en glucides ou pas? Avec le rituel, c'est-à-dire qui accompagnerait le rituel. J'aurais plutôt tendance à dire... il y a une étude qui a été faite, alors c'était plutôt sur du lait sucré. Du lait sucré, mais là, justement, on avait des résultats discordants avec certaines études qui montraient des effets plutôt bénéfiques sur le sommeil, du vin de lait sucré avant le coucher. Et chez des jeunes, 1 heure avant le coucher, le lait sucré, au contraire, il a augmenté les éveils. Donc donc des effets individuels voilà. qui vont jouer là-dessus. Donc là, je dirais que c'est plus pour... ça serait plus par rapport à un goût personnel, mais j'aurais plutôt tendance à aller à la tisane sans trop de sucre. Parce que justement, dans ces rapports entre nutrition et sommeil, des fois, on est dans l'irrationnel. Et je me souviens d'un joueur, c'était au foot, qui dormait bien chez lui et qui dormait pas bien à l'extérieur. Alors on a regardé bien sûr la literie, parce que s'il y avait une literie Bultex, il dormait très bien. Et puis à l'extérieur, c'était pas toujours la même marque. Bref, on a regardé l'environnement, la chaleur, on a regardé la température, enfin, la chaleur, température, le bruit, la lumière, on trouve rien. Et en fait, comme c'était une enquête vraiment policière, on s'est aperçu que chez lui, il prenait une tisane de thé vert. Et qu'il n'avait pas la tisane qui était à l'hôtel quand il allait à l'extérieur. On lui a dit, prends-le. Hein. Et il a pris son thé vert avec ce rituel et on a réglé le problème. Donc pour montrer que tous ces rituels symboliques, ils ont aussi une base physiologique et ça marche dans les deux sens. Et quand on conjugue les deux, c'est là où on peut vraiment maîtriser son environnement. Enfin, j'ai une dernière question sur le café. Est-ce que, et je ne parle pas de la caféine, parce que la caféine dans le sport c'est utilisé souvent justement quand les matchs ont lieu le soir et ainsi de suite, il y a un effet stimulant. Comment le café est intégré à cette notion nutritionnelle par rapport au sommeil? On dit qu'il ne faut pas boire de café après 14 heures. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est vrai chez certains, mais pas chez d'autres. Okay. Voilà, parce qu'en parlant de caféine, il y a vraiment des effets qui sont très individuels, qui sont liés à un aspect génétique, avec des métaboliseurs lents ou rapides. Ouais. Et ce qui fait qu'on va vraiment plus ou moins bien avoir des effets plus ou moins marqués par rapport à cette caféine. Donc là, je dirais, on voit des gens qui prennent des cafés avant de se coucher ou dans la soirée, ça leur pose aucun problème. Et d'autres qui en prennent le matin et qui. J'en connais une d'ailleurs qui est. Effectivement. Métaboliseur très très lent. Par contre, je pense, là, il y a une étude intéressante qui s'est intéressée à la consommation de caféine chez les jeunes. Donc là, ça a été fait chez à peu près 10 000. Ils ont regardé chez à peu près 10 000 ados, donc ils avaient 13 ans, à l'entour des 13 ans. Et ils avaient finalement une consommation de caféine qui était non négligeable via, alors la principale source c'était les sodas, Ice Tea et les sodas, les colas, à base de cola. Ensuite il y avait les produits cacaotés. Mais dans cette étude, il montre un lien inverse avec la consommation de caféine via ces produits et la durée du sommeil. La durée du sommeil était plus courte chez ceux qui consommaient le plus de caféine via ces produits. Donc là aussi, on n'a pas forcément conscience, mais il faut faire attention chez nos ados de ce type de consommation. Oui, la caféine cachée, en quelque sorte. Elle est cachée. Disons qu'elle est là, mais on n'en a pas conscience. C'est pas du café, mais ça représente des apports qui ne sont pas négligeables et qui peuvent avoir un impact sur la qualité du sommeil. Et à propos du café, ça rejoint les capsules qu'on fait aussi avec le Sommeil Lab Bultex. C'est cette réflexion de café avant une sieste. Ça, c'est des choses que, à titre personnel, j'utilise, qu'on a diffusé notamment avec les joueurs du 15 de France. Et il y a des joueurs qui l'appliquent et qui disent d'ailleurs aux autres de l'appliquer absolument. Et tu peux nous dire comment ça marche, ça, le coffee nap, le café sieste? Alors, c'est pas moi la spécialiste du sommeil. Mais... Oui, mais justement, c'est pour voir si tu as bien retenu la leçon. Effectivement, le café, donc il y a un psychostimulant qui va stimuler la vigilance. Il ne va pas être actif tout de suite. Il y a une demi-vie de combien de temps à peu près? Alors, la demi-vie, c'est-à-dire, c'est le temps qu'il faut pour éliminer la moitié du café. Mais la concentration va être maximale 1 heure après l'ingestion. D'accord. Alors, ça dépend aussi dépend des gens. Ça dépend des gens, puis ça dépend de la forme. Quand on prend, dans le sport, on prend beaucoup de formes de chewing-gum. Là, c'est beaucoup plus rapide. Mais sinon,
Avec le café, ça va être de l'ordre de 1 heure. La demi-vie est de 4-5 heures, mais là aussi, c'est très, très individuel. D'accord. Ce qui fait que de prendre son café juste avant de faire sa petite sieste, la petite sieste qui va durer une vingtaine de minutes, je pense que c'est une sieste qui est optimale. On se réveille, on est frais et dispo et on peut continuer. Et on peut continuer avec, grâce à la nutrition, avoir bien récupéré et être bien vigilant dans la suite. Hein. C'est notamment quelque chose à conseiller pour les gens qui sont sur l'autoroute, qui commencent avec la monotonie du voyage, les limiteurs de vitesse plus exactement, à être un peu somnolents. Si on pouvait leur conseiller, ok, faites une pause nutritionnelle, café, protéines et une petite sieste, derrière, on peut limiter le nombre d'accidents, on peut penser que c'est vraiment utile. Voilà, et je pense que l'erreur, quand on est fatigué, là aussi, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, la dette de sommeil va impacter notre alimentation. En fait, on s'aperçoit, quand on est en dette de sommeil, on va avoir tendance à manger plus. Parce que cette perturbation du sommeil va impacter les hormones qui régulent l'appétit, comme la gréline, la leptine. Et du coup, pour donner un élément un peu plus précis, dans les mesures qui ont été faites, les études qui ont été faites, après une courte nuit de à peu près 4 heures par rapport à 8 heures, les apports alimentaires la journée suivante sont augmentés d'à peu près 20%. 20%. Et en plus, on va s'orienter vers des aliments qui sont plus sucrés, gras, enfin, ce qu'on appelle plus junk food. Ça voudrait dire que, est-ce que ça correspond à cette étude épidémiologique qui a été faite dans les années 2000 aux États-Unis, où on voit que le temps de sommeil diminue, mais l'obésité augmente? Effectivement, c'est ce qu'on disait initialement, il y a un lien dans les deux sens. Dans les deux sens. On voit dans cette étude que à la fois les petits dormeurs et les gros dormeurs, non, c'était au niveau de l'obésité. L'obésité, oui. Ouais, l'obésité. Des IMC plus importants. Il y avait des IMC plus importants aux deux extrêmes. IMC, en fait, indice de masse corporelle. Hein. Voilà. D'accord. Et quand on reprend cette situation, on est sur l'autoroute, on est un peu fatigué, on va plutôt avoir tendance à s'orienter vers ce qui est sucré, on a envie plutôt de quelque chose de sucré. Et c'est à ce moment-là que cet aliment sucré, il peut avoir un impact sur la somnolence et majorer cette somnolence. Parce que l'effet, on va dire, délétère des glucides sur la vigilance, il va se produire en particulier donc quand on est inactif, quand on n'a pas d'activité, ça c'est important parce que quand on fait du sport, il vaut mieux prendre des glucides. Donc c'est vraiment. Mais quand je ne suis pas en activité, le fait de prendre ces glucides, ça va majorer ma fatigue et ma somnolence, et ça va être d'autant plus vrai en période nocturne. Okay. Donc là où au niveau chronobiologie, je vais plutôt avoir tendance à m'endormir, et aussi quand je suis en dette de sommeil. D'accord. Donc si j'ai un long trajet à faire en voiture, qu'il est tard, que je suis un peu en dette de sommeil, à ce moment-là, ma petite barre chocolatée ou mon truc sucré, il va vraiment avoir un impact négatif sur ma somnolence. Donc c'est vraiment. Et en plus, c'est pris de manière isolée, parce que quand c'est dans un repas, je peux avoir d'autres protéines ou d'autres choses. Mais vraiment, les glucides pris de manière isolée, quand je suis en dette de sommeil, ça va vraiment majorer cette somnolence et les risques associés. Et donc, le petit carré de chocolat noir qui a beaucoup de succès en ce moment, une demi-heure avant de se coucher, c'est pourquoi pas. Parce qu'un petit carré, voilà, pourquoi pas. On se lave les dents après, parce que sinon les dentistes vont dire c'est pas bien. Mais c'est des choses qui sont... Typiquement, ça peut faire partie du rituel. D'accord. Au niveau de la composition, il ne va pas y avoir un impact. Ok, mais on rentre dans une autre phase. Au niveau du rituel. D'accord. Enfin, un dernier point très très concret pour les gens qui vont nous écouter. Ça serait quoi pour toi un repas idéal le soir? Le repas idéal, donc il est pris 3-4 heures avant le coucher. D'accord. Déjà. Il va être plutôt de type végétarien. Alors, donc le repas, que ce soit à midi ou le soir, déjà il y a des légumes, il y a des végétaux, des légumes. Le soir, il sera plutôt accompagné de féculents ou de légumes secs. Voilà, pour avoir un petit apport. Il y aura éventuellement un peu de protéines, œufs, jambon ou un petit bout de poisson, mais en tout cas, il n'y aura pas une grosse part de viande. D'accord. Voilà. Donc, le plat principal, ce sera ça, végétaux, féculents, légumes secs, éventuellement œufs, jambon, enfin une petite part de protéines. Une petite part de protéines, ouais. Et puis en dessert, fruits ou
ou laitage ou fromage blanc. Si on n'a pas eu Ok. d'autres protéines, on peut prendre un peu de fromage blanc qui en apportera quand même un petit peu dans son D'accord. repas. Et peut-être éviter l'hydratation trop tôt, trop tard. Parce que, enfin, surtout chez les hommes, parce que j'ai compris, il peut y avoir des levées nocturnes qui sont liées à une Effectivement. hydratation trop tardive. Voilà, effectivement. Alors, autant il est important de rester bien hydraté tout au long de la journée Ouais, pour être vigilant, ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien documenté. Autant, alors nous, on fait des tests dans le monde du sport, on fait des tests d'hydratation ouais. pour savoir si nos sportifs sont bien hydratés. Et ces tests d'hydratation, ils consistent à faire un recueil d'urine le matin et à regarder la densité de l'urine. Sachant que si l'urine est trop concentrée, on considère que l'hydratation n'a pas été suffisante. Et donc, ces tests d'hydratation, pour les sportifs, quand on leur dit demain matin, on va faire un test d'hydratation, il y en a beaucoup qui se mettent à boire toute la soirée. En se disant, demain, il faut que j'ai bon à mon test faut que j'ai une bonne d'hydratation. note. Ouais. Il faut que Bonne j'ai des couleur urines d'urine. diluées. Donc, Super. effectivement, souvent c'est le cas, mais Mais- ils sont passés la nuit à se lever pour aller aux toilettes. D'accord. Donc, c'est Donc, encore une fois. Voilà, l'objectif n'était pas, en l'occurrence, là, forcément atteint. Mais effectivement, l'hydratation est importante pour conserver des bonnes fonctions cognitives tout au long de la journée. Pour autant, en soirée, alors moi je dis à partir de 20h, commencer à boire un petit peu moins. Ouais. Mais ça, c'est très individuel. D'accord. Mais concernant l'hydratation, ce qui est important, c'est de boire régulièrement tout au long de la journée. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Mettons que voilà, je suis l'après-midi, j'ai pas trop bu, j'ai très soif. Je vais boire ma demi-bouteille d'eau, plus si c'est de l'eau pure. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau pure va rentrer dans le sang, elle va aller un peu diluer le sang. Diluer le sang. Le sang dilué va arriver au cerveau. Le cerveau va dire, oh là là, il y a trop d'eau, donc il faut que j'élimine. J'élimine parce que donc la concentration du sang, ça fait partie des paramètres qui sont très bien régulés. Ok. Donc dès qu'il y a une variation assez faible, de 2% de la concentration du sang, ce qu'on appelle l'osmolarité, les mécanismes de contrôle vont se mettre en place, d'autorégulation. Et là, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit j'ai plus soif et il va faire pipi. D'accord. Donc on boit, mais ça part aux toilettes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de boire régulièrement. Je vais donner des repères un peu théoriques qui sont de 5 à 6 millilitres par kilogramme de poids toutes les 2-3 heures. 5 à 6 millilitres. Donc mettons, je fais 60 kilos. Ouais. 6 millilitres, ça fait 360 millilitres, à peu près un tiers de litre, Ouais. on va dire, toutes les 2-3 heures. D'accord. Voilà, le liquide. Il faut boire régulièrement tout au long de la journée. Et en soirée, éviter, je dirais, à partir de 20h. Puisqu'en général, à partir du moment où on va boire un certain volume, il faut aller 2-3 heures pour que ça parte aux toilettes. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour en nutrition et sommeil. Ce que je peux vous dire, ce que je peux te dire, c'est que j'applique. Hein, je suis bien placé pour le savoir. Et que tout ce qu'on s'est dit, ça marche. Hein, donc, je ne peux que conseiller aux gens qui vont nous écouter, Sommeil de la Bultex, de faire la même chose. Et nutrition, sommeil, c'est 24/24 qu'on est performant et en bonne santé. Merci à ceux qui nous ont écoutés et puis surtout j'espère que vous allez pouvoir utiliser ces conseils extrêmement pratiques pour votre bien mais aussi pour ceux qui vous entourent. Je vous encourage à aller regarder les autres épisodes si cela vous intéresse qui sont sur YouTube pour justement mieux connaître ce monde merveilleux qu'est le monde du sommeil.